Bonsoir mes amis, avant de commencer notre récit, je veux savoir, dites-moi de quelle ville me regardez-vous en ce moment, et comment est la température chez vous? Il fait froid? Pluvieux? Ou le soleil brille-t-il sur votre ville? Paris, novembre 1892. La pluie tombait comme des larmes sur les pavés de la ville Lumière. Dans une rue discrète du 9e arrondissement, les lumières de la maison close 77 brillaient d'un éclat particulier, un éclat qui cachait quelque chose de pourri. Cette nuit pluvieuse, entre les rideaux de velours cramoisi et les miroirs dorés, une femme disparaîtrait pour toujours. Son nom était Marguerite Belle-Rose, ou du moins, c'était ainsi que tout le monde la connaissait. Mais qui était-elle vraiment? Une simple prostituée de luxe, une espionne, une aristocrate déchue ou quelque chose de bien plus sinistre? Ceci est l'histoire que Paris a tenté d'oublier, une histoire de luxure, de pouvoir, de secrets et de mort. Une histoire délibérément effacée des registres de police, des journaux de l'époque, de la mémoire collective. Mais les secrets ne meurent jamais complètement. Ils attendent simplement dans l'ombre, attendant d'être découverts. Pour comprendre ce qui s'est passé à la maison close 67, il fallait d'abord plonger dans les bas-fonds du Paris de 1892. La belle époque, que tout le monde connaissait à travers les peintures de Toulouse-Lautrec et Renoir, avait un côté beaucoup plus sombre. Cette année-là, Paris comptait environ 2 400 000 habitants, et parmi eux, on estimait qu'il y avait entre 30 000 et 120 000 prostituées, selon les sources. Un chiffre effrayant qui révélait une réalité brutale. La prostitution n'était pas une anomalie, c'était une institution. Les maisons closes étaient des bordels légalisés et réglementés par l'État. Ce n'étaient pas des lieux de misère. C'étaient des établissements de luxe où l'élite parisienne allait chercher des plaisirs que la morale publique condamnait, mais que l'hypocrisie bourgeoise consommait avidement. Et parmi toutes les maisons closes de Paris, et il y en avait des centaines, la maison close 77 était différente, spéciale, dangereuse. Située rue de Bréda, une rue qui n'existe plus sur les cartes modernes de Paris, la maison 77 ne servait que la clientèle la plus sélecte. Ministres du gouvernement, banquiers internationaux, artistes célèbres, aristocrates aux titres anciens et aux fortunes nouvelles. Mais la maison 77 offrait quelque chose au-delà du sexe de luxe. Elle offrait une discrétion absolue. Elle offrait des fantasmes qu'aucun autre endroit n'osait réaliser. Et elle offrait des secrets qui pouvaient détruire des réputations, des secrets qui pouvaient renverser des gouvernements, des secrets qui valèrent des fortunes ou des vies. La propriétaire de la maison close 67 était une femme que tout le monde ne connaissait que sous le nom de Madame Victoire. Son véritable nom de famille, Devreux, était rarement prononcé. Et son histoire personnelle était aussi obscure que les couloirs de sa propre maison. Madame Victoire Devreux avait 45 ans en 1892. Grande, avec des cheveux noirs striés d'argent toujours tirés en un chignon serré, elle possédait une beauté austère qui commandait le respect plutôt que le désir. Ses yeux gris acier ne manquaient rien, et sa voix, bien que douce, portait une autorité absolue. On murmurait qu'elle avait été elle-même une courtisane de haut rang dans sa jeunesse, la maîtresse d'un duc ou peut-être d'un prince étranger. D'autres disaient qu'elle était la fille illégitime d'un ambassadeur et d'une actrice de théâtre. Certains chuchotaient même qu'elle avait été espionne pendant la guerre franco-prussienne de 1870, vendant des secrets aux deux camps. La vérité, comme toujours, était probablement plus complexe et plus sombre que n'importe quelle rumeur. Ce qui était certain, c'est que Madame Victoire dirigeait son établissement avec une précision militaire. Rien n'était laissé au hasard. Chaque cliente était soigneusement sélectionnée. Chaque employé était formé aux arts de la conversation autant qu'aux arts du plaisir. Et chaque visiteur signait un registre que Madame Victoire gardait enfermé dans un coffre-fort de sa chambre privée. Un registre qui contenait les noms des hommes les plus puissants de France. Un registre qui valait plus que de l'or. Un registre qui était une arme. La maison close 77 elle-même était un palais de débauche raffiné. L'entrée se faisait par une porte discrète, peinte en noir, sans aucune enseigne. Seuls ceux qui savaient pouvaient la trouver. Une fois à l'intérieur, les visiteurs entraient dans un autre monde. Le hall d'entrée était décoré dans le style Second Empire. Papier peint rouge et or, candélabres en cristal de Bohême, tapis persans si épais qu'ils étouffaient le bruit des pas. Des tableaux, représentant des scènes mythologiques, souvent érotiques, ornaient les murs. Vénus et Adonis, Léda et le cygne,
Daphné et Apollon. À gauche du hall se trouvait le grand salon, où les clients attendaient en dégustant du champagne Veuve Clicquot et des huîtres de Bretagne. C'était là que les filles se présentaient, descendant un escalier monumental comme des actrices entrant en scène. Elles portaient des robes de soie, de dentelle et de tulle, leurs cheveux ornés de plumes d'autruche et de perles. À droite se trouvait un salon plus intime, réservé aux habitués, où l'on pouvait fumer des cigares cubains et discuter de politique ou d'affaires avant de choisir une compagne pour la nuit. Et au-dessus, sur 3 étages, se trouvaient les chambres. 15 chambres au total, chacune décorée selon un thème différent. La chambre japonaise avec ses paravents laqués et son futon de soie. La chambre orientale avec ses coussins brodés et son parfum d'encens et de rose. La chambre Louis XVI avec son lit à baldaquin et ses miroirs vénitiens. Et puis il y avait la chambre rouge, la plus grande, la plus luxueuse et la plus mystérieuse. C'était la chambre de Marguerite Belle-Rose. Marguerite était arrivée à la Maison Close 77, 3 ans auparavant, en 1889, l'année de l'exposition universelle et de l'inauguration de la Tour Eiffel. Elle avait alors 20 ans et venait, disait-elle, de Lyon. Mais personne ne croyait vraiment cette histoire. Tout chez Marguerite suggérait une origine plus aristocratique. Elle parlait plusieurs langues couramment, français bien sûr, mais aussi anglais, allemand et même un peu de russe. Elle connaissait la littérature, la musique, l'art. Elle pouvait réciter Baudelaire et discuter de Wagner avec autant d'aisance qu'elle pouvait séduire un homme avec un seul regard. Physiquement, elle était d'une beauté troublante. Des cheveux châtains dorés qui cascadaient jusqu'à sa taille. Des yeux verts avec des reflets dorés qui semblaient changer de couleur selon la lumière. Une peau pâle comme du marbre. Des lèvres pleines d'un rouge naturel. Un corps de déesse avec des courbes qui rendèrent les hommes fous de désir. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui la rendait spéciale, c'était quelque chose d'autre, une aura de mystère, une impression qu'elle cachait quelque chose, un secret derrière ses sourires. Les autres filles de la Maison 77 la craignaient autant qu'elles l'admiraient. Marguerite ne se liait pas d'amitié. Elle restait distante, polie, mais froide. Elle ne participait jamais au bavardage dans le boudoir où les filles attendaient entre les clients. Elle ne racontait rien de son passé, de sa famille, de sa vie avant la maison. Et puis il y avait sa relation particulière avec Madame Victoire. Les 2 femmes passaient de longues heures ensemble dans le bureau privé de la Madame, la porte fermée à clé. Que se disait-elle? Personne ne le savait. Mais il était clair que Marguerite n'était pas une simple employée. Certaines filles chuchotaient que Marguerite était en réalité la fille secrète de Madame Victoire. D'autres disaient qu'elle faisait chanter la Madame avec un secret terrible. D'autres encore murmuraient que les 2 femmes étaient amantes. La vérité était probablement plus compliquée et beaucoup plus dangereuse. Marguerite avait une clientèle exclusive. Elle ne recevait que 4 ou 5 hommes, toujours les mêmes, qui payaient des sommes astronomiques pour passer une nuit avec elle. Qui étaient ces hommes? Leurs noms n'étaient jamais prononcés à voix haute. Mais on savait qu'ils arrivaient tard dans la nuit, dans des fiacres sans armoiries, le visage caché par des chapeaux et des écharpes. L'un d'eux était surnommé le ministre par les filles. Grand, la cinquantaine, des favoris grisonnants, une démarche autoritaire. Un autre était le banquier, petit, rond, toujours nerveux, suant abondamment même en hiver. Il y avait aussi l'artiste, jeune, beau, arrogant, qui portait des vêtements bohèmes et sentait la térébenthine et l'absinthe. Mais le plus mystérieux de tous était celui que les filles appelaient le comte. Personne ne l'avait jamais vu clairement. Il arrivait toujours après minuit, toujours seul, toujours vêtu de noir. Il montait directement dans la chambre de Marguerite sans passer par le salon. Et il repartait avant l'aube, comme un fantôme. Certaines nuits, les filles qui travaillaient dans les chambres voisines entendaient des bruits étranges venant de la chambre rouge, des chuchotements urgents. Parfois des pleurs. Une fois, Célestine, une jeune fille de 18 ans qui venait d'arriver de Normandie, avait juré avoir entendu Marguerite crier « Non, vous ne pouvez pas me demander ça, c'est de la folie !» Puis un silence, puis plus rien. Le lendemain, Célestine avait été renvoyée de la maison. Madame Victoire avait dit qu'elle n'était pas appropriée pour l'établissement. On ne l'avait plus jamais revue. Après cet incident, les filles avaient appris à ne pas écouter aux portes, à ne pas poser de questions, à ne pas remarquer les choses étranges qui se passaient dans la Maison Close 77. Mais il y avait quelqu'un qui remarquait tout, quelqu'un qui observait, quelqu'un qui prenait des notes.
Son nom était Émile Rousseau, et il était policier. Pas n'importe quel policier. Il était inspecteur de la brigade des mœurs, la police des mœurs chargée de surveiller la prostitution à Paris. Officiellement, les maisons closes comme la maison 77 étaient légales et réglementées. Mais Rousseau soupçonnait que quelque chose d'illégal se passait à l'intérieur de ces murs de velours rouge. Quelque chose qui allait bien au-delà de la simple prostitution. Il avait commencé à surveiller la maison 6 mois auparavant, en mai 1892. Il avait remarqué les visites nocturnes des hommes puissants. Il avait remarqué les fiacres sans marque distinctive. Il avait remarqué que certains clients entraient avec des mallettes et des paquets et ressortaient les mains vides. Que transportaient-ils? Des documents? De l'argent? Des armes? Rousseau avait essayé d'infiltrer un informateur dans la maison. Mais Madame Victoire avait immédiatement découvert la ruse et l'homme avait été retrouvé mort dans la Seine 1 semaine plus tard. Suicide apparent selon le rapport officiel. Mais Rousseau ne croyait pas aux coïncidences. Il avait alors décidé d'adopter une approche différente. Il surveillerait de l'extérieur, il prendrait des notes, il établirait des connexions. Et quand il aurait assez de preuves, il frapperait. Mais il ne savait pas encore qu'il était déjà trop tard. Les événements s'étaient déjà mis en mouvement. Et dans quelques semaines, la maison close 77 serait au centre d'un scandale qui ébranlerait les fondations mêmes de la République française. La nuit du 12 novembre 1892 commença comme n'importe quelle autre nuit à la maison close 77. La pluie battait contre les fenêtres. Les lampes à gaz projetaient des ombres dansantes sur les murs. Dans le grand salon, 6 clients attendaient, sirotant du champagne et fumant des cigares. Madame Victoire, comme toujours, supervisait tout depuis son bureau au premier étage. Elle portait sa robe habituelle en taffetas noir, ses cheveux tirés en arrière, son visage impassible. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Ses yeux bougeaient constamment vers l'horloge sur la cheminée. Elle attendait quelqu'un. À 11 heures précises, on frappa à la porte d'entrée. Pas le coup habituel. 3 coups rapides, puis 2 lents, puis 3 rapides à nouveau. Un code. Le portier, un ancien soldat nommé Gaston, regarda par le judas, puis ouvrit rapidement. Un homme entra, ruisselant de pluie. C'était le comte. Mais cette nuit-là, il n'était pas seul. Derrière lui se tenait un autre homme, plus jeune, élégamment vêtu, le visage caché par un chapeau haut de forme et une écharpe. Madame Victoire descendit immédiatement les escaliers. Elle s'inclina légèrement devant le comte, mais ses yeux étaient fixés sur l'étranger. « Bonsoir, monsieur le comte », dit-elle d'une voix basse. « Je ne m'attendais pas à ce que vous ameniez de la compagnie. »« C'est nécessaire, » répondit le comte d'une voix grave et rauque. « Il doit voir par lui-même. Il doit comprendre. » L'étranger ne dit rien. Il se contenta de hocher la tête. « Marguerite est-elle prête ?» demanda le comte. « Elle attend dans sa chambre, » répondit Madame Victoire. « Mais je dois vous avertir, monsieur, elle est agitée ces derniers jours. Elle a dit des choses inquiétantes. » « Quel genre de choses ?» Elle a dit qu'elle voulait partir, qu'elle en avait assez, qu'elle ne voulait plus faire partie de tout ceci. Le comte resta silencieux un moment. Puis il dit, d'une voix froide comme la glace, « Elle ne peut pas partir. Elle sait trop. Vous le savez aussi bien que moi. »« Je le sais, » murmura Madame Victoire, « mais je ne peux pas la retenir de force pour toujours. Elle n'est pas prisonnière. N'est-ce pas ?» Le comte se tourna vers elle, et même à travers l'ombre de son chapeau, Madame Victoire pouvait sentir la menace dans son regard. « Nous avons tous fait des choix, madame, et ces choix ont des conséquences, pour elle, pour vous, pour moi. » Il se tourna vers l'escalier. « Allons-y. Nous avons beaucoup à discuter. » Les 3 hommes montèrent à l'étage, leurs pas étouffés par l'épais tapis. Madame Victoire les regarda partir, son visage impénétrable, mais ses mains tremblaient légèrement. Dans le grand salon, les autres clients continuaient à boire et à rire, inconscients du drame qui se jouait au-dessus de leur tête. À l'étage, Marguerite attendait dans sa chambre rouge. Elle portait une robe de chambre en soie blanche brodée de rose rouge. Ses cheveux étaient détachés, cascadant sur ses épaules. Mais son visage était tendu, ses yeux cernés, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Quand la porte s'ouvrit et que le comte entra, suivi des 2 autres hommes, elle se leva brusquement. « Vous, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je savais que vous reviendriez. »« Bien sûr que je suis revenu, » dit le comte. Il enleva lentement son chapeau, révélant un visage d'homme d'une 50aine d'années, aristocratique, avec des traits durs et des yeux froids.
Nous avons des affaires à régler, vous et moi. Je ne ferai plus rien pour vous, dit Marguerite. J'en ai terminé, vous ne pouvez plus me forcer. Ne pouvons-nous pas? Le comte sourit, un sourire sans humour. Vous oubliez ce que nous savons, qui vous êtes vraiment, d'où vous venez, ce que vous avez fait. Marguerite pâlit. Vous avez promis. Vous avez dit que si je faisais ce que vous demandiez, mon secret serait en sécurité. Et il l'est, dit le comte, tant que vous continuez à coopérer. Mais si vous refusez, il laissa la phrase en suspens, la menace claire. L'étranger, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'avança et enleva son chapeau. C'était un homme jeune, peut-être 25 ans, avec des cheveux blonds et des yeux bleus, beau mais avec quelque chose de cruel dans son sourire. « Elle est même plus belle que vous ne l'aviez dit, » dit-il au comte. « Je comprends maintenant pourquoi vous êtes si attaché à elle. » Marguerite le regarda avec dégoût. « Qui êtes-vous ? Quelqu'un qui partage nos intérêts, » dit le comte. « Quelqu'un qui peut être très utile ou très dangereux, selon votre degré de coopération. »« Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» demanda Marguerite, sa voix à peine un murmure. Le comte sortit une enveloppe de sa poche intérieure. « Il y a un homme, un ministre. Il vient ici régulièrement, n'est-ce pas? Vous le connaissez sous le nom de le ministre. » Marguerite hocha lentement la tête. Il a en sa possession certains documents, des documents très importants, des documents qui pourraient changer le cours de l'histoire. Le comte ouvrit l'enveloppe et en sortit une photographie. « Nous avons besoin que vous obteniez ces documents. »« Comment ?» demanda Marguerite. « Il ne les apporte pas ici. »« Non, » admit le comte, « mais vous allez le convaincre de les apporter. Vous allez lui dire que vous avez quelque chose à lui montrer. Quelque chose qui l'intéresse. Et qu'est-ce que c'est ?» Le comte sourit à nouveau, ce sourire froid et terrible. « Vous lui direz que vous avez découvert que quelqu'un d'autre connaît ses secrets, que quelqu'un d'autre sait ce qu'il fait ici, que quelqu'un veut le faire chanter, et que vous, dans votre gentillesse, voulez l'aider. Mais pour cela, vous avez besoin de voir ces documents, pour savoir exactement ce que le maître chanteur pourrait révéler. »« Termine ne me croira jamais, » dit Marguerite. « Il vous croira, » dit le jeune homme blond, « parce que vous êtes une excellente actrice. C'est pour cela que vous avez été choisie, n'est-ce pas ?» Marguerite se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes. « Vous ne savez rien de moi. »« Oh, mais si, » dit le comte, « nous savons tout. Nous savons qui vous êtes vraiment. Nous savons ce que vous avez fui, et nous savons ce qui se passera si vous refusez. » Il y eut un long silence. Dans le lointain, on pouvait entendre la pluie qui continuait à tomber, le tic-tac de l'horloge, les rires étouffés venant du rez-de-chaussée. Finalement, Marguerite baissa la tête. « Très bien, » murmura-t-elle, « je le ferai. Mais après cela, vous me laissez partir. Vous oubliez mon nom. Vous oubliez que j'ai existé. »« Bien sûr, » dit le comte, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait que c'était un mensonge. Les trois hommes partirent peu après. Marguerite resta seule dans sa chambre, assise sur son lit fixant le mur. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Elle savait qu'elle était piégée. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais s'échapper. Pas vivante, en tout cas. En bas, dans son bureau, Madame Victoire versait un verre de cognac d'une main tremblante. Elle avait entendu des bribes de la conversation à travers la porte. Elle savait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire, mais elle ne pouvait rien faire. Elle était aussi piégée que Marguerite, piégée par ses propres secrets, piégée par ses propres péchés. À l'extérieur, dans la rue mouillée, l'inspecteur Rousseau observait la maison close 77 depuis l'ombre d'un porche. Il avait vu les trois hommes entrer. Il avait vu leur silhouette à la fenêtre de la chambre rouge. Il prit des notes dans son carnet, les noms, les heures, les détails. Il ne savait pas encore qu'il documentait les dernières heures de Marguerite Belle-Rose. 3 jours passèrent après la visite du comte. 3 jours pendant lesquels Marguerite se comporta normalement en apparence, recevant ses clients habituels, souriant, séduisant, jouant son rôle à la perfection. Mais les autres filles remarquèrent que quelque chose avait changé. Ses sourires n'atteignaient plus ses yeux. Sa voix avait une qualité mécanique. Elle semblait ailleurs, perdue dans ses propres pensées. Thérèse, une des plus anciennes pensionnaires de la maison, avait tenté de lui parler un après-midi. Elles étaient dans le boudoir, attendant les clients de la soirée. Thérèse brodait une écharpe de soie, et Marguerite fixait par la fenêtre la rue grise et pluvieuse. « Tu as l'air fatiguée, » avait dit Thérèse doucement. « Tu devrais demander à Madame Victoire de prendre quelques jours de repos. » Marguerite avait tourné la tête vers elle, et pendant un instant, Thérèse avait vu quelque chose de terrifiant dans ses yeux. De la peur, du désespoir,
quelque chose comme de la résignation face à un destin inévitable. « Le repos ne changera rien », avait murmuré Marguerite. « Rien ne peut changer ce qui va arriver. »« Qu'est-ce qui va arriver ?» avait demandé Thérèse, inquiète. Mais Marguerite avait déjà détourné le regard, retournant à sa contemplation silencieuse de la rue. Le 15 novembre 1892, 3 jours après la visite du comte, le ministre arriva à la maison close 77. Il était 9 heures du soir. Il pleuvait toujours, une pluie froide et persistante qui semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Le ministre était un homme imposant, la cinquantaine avec des favoris grisonnants et un ventre proéminent qui témoignait de trop de dîners officiels. Il portait un costume sombre de bonne coupe et un manteau en laine qui sentait le tabac et l'eau de Cologne coûteuse. Madame Victoire le reçut personnellement, comme toujours. « Bonsoir, monsieur le ministre, » dit-elle avec une révérence polie. « Mademoiselle Marguerite vous attend. »« Bien, bien, » marmonna le ministre, enlevant son chapeau mouillé et le tendant à Gaston, le portier. « A-t-elle dit pourquoi elle voulait me voir si urgemment ? Son message était plutôt mystérieux. »« Je n'en sais rien, monsieur, » mentit Madame Victoire. « Mais elle semblait très désireuse de vous parler. » Le ministre monta les escaliers, ses pas lourds faisant gémir le bois ancien sous le tapis. Il connaissait le chemin par cœur. Combien de fois était-il venu ici? 50 fois? 100 fois? Il avait perdu le compte. Il frappa à la porte de la chambre rouge. « Entrez », dit la voix de Marguerite. Il ouvrit la porte et entra. La chambre était faiblement éclairée par des bougies, créant une atmosphère intime et sensuelle. Marguerite était debout près de la fenêtre, regardant la pluie. Elle portait une robe de soie verte qui épousait les courbes de son corps. Ses cheveux étaient relevés, exposant la pâleur de sa nuque. « Marguerite, » dit le ministre avec un sourire, « vous êtes magnifique, comme toujours. » Elle se tourna vers lui, et il fut frappé par la tristesse dans ses yeux. « Merci d'être venu, monsieur le ministre, » dit-elle d'une voix douce. « J'ai besoin de vous parler, c'est important. » Le sourire du ministre s'évanouit. « De quoi s'agit-il ? Vous m'avez inquiété avec votre message. » Marguerite s'approcha de lui lentement. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose de dangereux. » Elle baissa la voix jusqu'à un murmure. « Vous êtes en danger, monsieur. » Le ministre pâlit. « Quel genre de danger ? » « Il y a un homme, » dit Marguerite. « Un homme qui sait que vous venez ici. Un homme qui connaît vos secrets. » Elle posa une main sur son bras. « Il veut vous faire chanter. »« Qui ?» demanda le ministre d'une voix rauque. « Qui est cet homme ?»« Je ne sais pas son nom, » mentit Marguerite. « Mais j'ai entendu des choses, des conversations. Il sait ce que vous faites au gouvernement. Il sait que vous avez accès à des documents confidentiels et il veut les vendre. » Le ministre se dégagea brusquement. « Comment savez-vous cela ? Comment savez-vous ce que je fais ? » « Je suis discrète, monsieur, » dit Marguerite, « mais je ne suis pas sourde et je ne suis pas stupide. J'ai compris depuis longtemps qui vous êtes vraiment. Quel pouvoir vous détenez ?» Le ministre la regarda avec une expression qu'il était difficile de déchiffrer. De la colère, de la peur ou quelque chose d'autre ? « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda-t-il finalement. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Je veux vous aider, » dit Marguerite, et cette fois, il y avait de vraies larmes dans sa voix. « Parce que malgré tout, malgré ce que je suis, ce que je fais, j'ai de l'affection pour vous. Vous avez toujours été gentil avec moi. Vous m'avez toujours traité comme une personne, pas comme une chose. » Le ministre sembla se radoucir légèrement. « Que suggérez-vous que je fasse ? Je pense que vous devriez me montrer ces documents, » dit Marguerite, « pour que je puisse savoir exactement ce que cet homme veut, pour que je puisse vous aider à le contrer. » « Les apporter ici ? » Le ministre secoua la tête. « C'est impossible. Ces documents sont classés top secret. Si quelqu'un découvrait que je les ai sortis du ministère... » « Mais c'est justement le problème, » insista Marguerite. « Cet homme sait déjà qu'ils existent. Il sait que vous y avez accès. La seule façon de le devancer, c'est de savoir exactement ce qu'il cherche. » Le ministre resta silencieux pendant un long moment, pesant ses options. Dehors, le vent hurlait contre les fenêtres. Les bougies vacillaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs. « Je vais y réfléchir, » dit-il finalement. « Mais je ne promets rien. »« Réfléchissez vite, » dit Marguerite. « Cet homme ne va pas attendre éternellement. » Le ministre hocha la tête et partit quelques minutes plus tard, son visage grave et préoccupé. Marguerite resta seule dans sa chambre, tremblante. Elle avait planté la graine. Maintenant, il fallait attendre qu'elle germe. En bas, dans l'ombre du hall, Madame Victoire avait tout entendu. Elle serrait ses mains l'une contre l'autre.
les jointures blanches. Elle savait que Marguerite jouait un jeu dangereux. Elle savait que cela ne pouvait que mal se terminer, mais elle ne pouvait rien faire. Rien du tout. 2 jours passèrent. 2 jours pendant lesquels Marguerite attendit, l'angoisse grandissant en elle comme une tumeur. Elle dormait à peine, mangeait à peine. Les autres filles chuchotaient qu'elle était malade, peut-être de la tuberculose, cette maladie qui fauchait tant de prostituées. Mais ce n'était pas la tuberculose qui la consumait, c'était la peur. Le soir du 17 novembre 1892, le ministre revint. Il arriva tard, après minuit, quand la plupart des autres clients étaient déjà partis. Il portait une mallette en cuir noir et son visage était celui d'un homme qui avait pris une décision terrible. Madame Victoire le conduisit immédiatement à la chambre de Marguerite sans un mot. Elle savait ce que contenait cette mallette. Elle savait ce qui allait se passer. Dans la chambre rouge, Marguerite attendait, vêtue d'une simple robe blanche. Ses cheveux étaient défaits, son visage pâle comme celui d'un fantôme. Le ministre entra et ferma la porte derrière lui. Il posa la mallette sur la table et la regarda avec une expression étrange, mélange de peur et de résignation. « Je ne sais pas pourquoi je fais cela, dit-il d'une voix rauque. Je ne sais pas pourquoi je vous fais confiance. »« Parce que vous n'avez personne d'autre, dit Marguerite doucement. Parce que vous êtes seule, comme moi. » Le ministre ouvrit la mallette. À l'intérieur se trouvait une douzaine de documents, tous marqués du sceau rouge, confidentiel, défense nationale. « Ce sont des plans, expliqua-t-il. Des plans militaires. Des fortifications le long de la frontière avec l'Allemagne, des emplacements de troupes, des stratégies de défense. » Il leva les yeux vers elle. Si ces documents tombaient entre de mauvaises mains, cela pourrait déclencher une guerre. Marguerite sentit son cœur se serrer. Elle avait su que c'était quelque chose d'important, mais pas à ce point. Pas quelque chose qui pouvait coûter des milliers de vies. « Pourquoi avez-vous accès à ces documents » demanda-t-elle. « Parce que je suis au ministère de la guerre, » dit-il simplement. Je suis responsable de la coordination entre différents départements. Ces plans passaient par mon bureau avant d'être distribués aux généraux. Il étala les documents sur la table. « Regardez, dites-moi ce que vous pensez que cet homme pourrait chercher. » Marguerite s'approcha de la table, son cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il pourrait l'entendre. Elle regarda les documents, faisant semblant de les examiner attentivement. Elle savait que le comte voulait tout, tous les documents, mais elle devait trouver un moyen de les obtenir, sans éveiller les soupçons du ministre. « Il me faudrait plus de temps, » dit-elle après quelques minutes, « plus de temps pour les étudier, pour comprendre ce qui serait le plus précieux. »« Combien de temps » demanda le ministre. « 1 nuit, dit Marguerite. « Laissez-moi les documents cette nuit, je vais les examiner soigneusement, et demain je vous dirai ce que j'ai trouvé. » Le ministre secoua la tête. « C'est impossible. Je ne peux pas les laisser sortir de ma vue. Si quelqu'un découvrait... »« Qui va découvrir ?» interrompit Marguerite. « Qui sait que vous êtes ici à part Madame Victoire? Et elle ne dira rien, elle ne dit jamais rien. C'est pour cela que vous venez ici, n'est-ce pas? Pour la discrétion absolue. » Le ministre hésita. Elle pouvait voir le conflit sur son visage. La peur contre le désir, la prudence contre le désespoir. « Je reviendrai demain matin, dit-il finalement. Avant l'aube, personne ne doit savoir que ces documents ont quitté le ministère, même pour une nuit. »« Je comprends, dit Marguerite. Je serai très prudente. » Le ministre la regarda longuement, comme s'il essayait de lire dans son âme. Puis il hocha la tête, ramassa son chapeau et son manteau et partit. Dès que la porte se ferma derrière lui, Marguerite s'effondra sur une chaise tremblante. Elle l'avait fait, elle avait obtenu les documents, mais maintenant venait la partie la plus difficile. Elle devait les remettre au comte, et elle savait que dès qu'elle le ferait, elle signerait l'arrêt de mort du ministre, et peut-être le sien propre. Elle resta assise pendant 1 heure, fixant les documents sur la table, paralysée par l'indécision. Devait-elle le faire? Devait-elle trahir un homme qui lui avait fait confiance? Mais si elle ne le faisait pas, le comte révélerait son secret. Et ce secret était pire que tout, pire que la trahison, pire que la mort elle-même. À 2 heures du matin, on frappa doucement à sa porte. 3 coups rapides, 2 lents, 3 rapides, le code. Marguerite ouvrit la porte. Le comte était là, accompagné du jeune homme blond. Derrière eux se tenait un 3e homme qu'elle n'avait jamais vu, petit et nerveux, portant des lunettes épaisses et une sacoche de cuir. « Vous les avez » demanda le comte sans préambule. Marguerite hocha la tête, incapable de parler. Elle désigna la table où les documents étaient étalés. Le comte entra rapidement, suivi des 2 autres hommes. L'homme aux lunettes
se précipita vers la table et commença à examiner les documents, ses yeux s'élargissant d'excitation. « C'est exactement ce dont nous avions besoin, » murmura-t-il. « Exactement. » Il sortit un appareil photographique de sa sacoche, un modèle compact et sophistiqué. « Je vais les photographier. Cela prendra environ 1 heure. Faites vite, » dit le comte. « Nous ne pouvons pas rester longtemps. » Pendant que l'homme aux lunettes installait son équipement et commençait à photographier les documents un par un, le comte se tourna vers Marguerite. « Vous avez bien fait, » dit-il. « Très bien. Le ministre reviendra demain matin ?»« Oui, » murmura Marguerite. « Avant l'aube. »« Parfait. » Le comte sourit. « Vous lui rendrez les documents. Il ne saura jamais qu'ils ont été photographiés. Et nous aurons ce dont nous avons besoin. Et après ?» demanda Marguerite. « Après, je serai libre ?» Le sourire du comte s'élargit, mais ses yeux restèrent froids. « Après, nous verrons. Il y aura peut-être d'autres choses dont nous aurons besoin. »« Que vous aviez promis, » dit Marguerite, sa voix montant malgré elle. « Vous aviez promis que si je faisais cela, vous me laisseriez partir. Et je tiens toujours mes promesses, » dit le comte. « Mais les circonstances changent, les besoins changent. Vous êtes trop précieuse pour nous laisser partir si facilement. » Marguerite sentit quelque chose se briser en elle. Elle avait su, au fond, que c'était ce qui se passerait, qu'elle ne serait jamais libre, qu'il la garderait, l'utiliserait, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus utile. Et alors, il se débarrasserait d'elle. « Je ne le ferai plus, » dit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Je ne ferai plus rien pour vous. Révélez mon secret si vous voulez. Je m'en fiche. Je préfère mourir que de continuer comme ça. » Le comte la regarda pendant un long moment, son expression indéchiffrable, puis il se tourna vers le jeune homme blond et hocha légèrement la tête. Le jeune homme s'approcha de Marguerite avec un sourire cruel. « Vous préférez mourir ?» dit-il doucement. « Cela peut s'arranger. » Avant qu'elle puisse réagir, il sortit quelque chose de sa poche. Un mouchoir blanc. Il le pressa contre son visage. Marguerite sentit une odeur douceâtre et écœurante, du chloroforme. Elle essaya de se débattre, mais le jeune homme était fort et ses forces l'abandonnèrent déjà. Le monde devint flou, puis noir. La dernière chose qu'elle entendit avant de perdre conscience fut la voix du comte. « Emmenez-la, vous savez où ?» Quand Marguerite rouvrit les yeux, elle ne savait pas combien de temps s'était écoulé. Des minutes, des heures, elle était dans un endroit sombre et humide, pas la chambre rouge, quelque part ailleurs. Elle essaya de bouger et réalisa qu'elle était attachée à une chaise. Ses poignets étaient liés avec de la corde, ses chevilles aussi. Un bâillon serrait sa bouche. Lentement, ses yeux s'habituèrent à l'obscurité. Elle était dans une cave aux murs de pierre humide, sans fenêtre. Une seule lampe à huile brûlait sur une table dans le coin, projetant des ombres grotesques. Elle n'était pas seule. Le comte était là, debout près de la porte, les bras croisés. Le jeune homme blond était assis sur la table, se balançant les jambes et souriant comme s'il était à un pique-nique. « Elle est réveillée, » dit le jeune homme. « Bonjour, belle Marguerite. Comment vous sentez-vous » Marguerite essaya de parler, mais le bâillon étouffait ses mots. Le comte s'approcha et retira le bâillon, mais laissa les cordes en place. « Je vais vous laisser parler, » dit-il. « Mais si vous criez, je vous tue immédiatement. Compris » Marguerite hocha la tête, sa gorge sèche. « Où sommes-nous » parvint-elle à murmurer. « Dans les catacombes, » dit le comte. « Sous Paris. Il y a des kilomètres de tunnels ici, des milliers d'ossements. Des millions de morts oubliés, » il sourit. « C'est l'endroit parfait pour faire disparaître quelqu'un. »« Pourquoi » demanda Marguerite. « Pourquoi faites-vous cela ? Je vous ai donné ce que vous vouliez. Parce que vous êtes devenu un risque, » dit le comte simplement. « Vous en savez trop. Et vous avez dit que vous ne coopéreriez plus. Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de risque. »« Alors vous allez me tuer, » dit Marguerite. « Ce n'était pas une question. »« Non, » dit le comte. « Pas moi. » Il se tourna vers le jeune homme blond. « Lui. » Le jeune homme sauta de la table avec un sourire excité. « Ça va être amusant, » dit-il. « Mais d'abord, » continua le comte, « je veux que vous me disiez la vérité. Qui êtes-vous vraiment, Marguerite Belle-Rose ?» Marguerite ferma les yeux. Elle avait gardé ce secret pendant 3 ans. Elle avait fui son passé, changé de nom, changé de vie. Mais maintenant, au bord de la mort, quel sens y avait-il à continuer à mentir ? « Mon vrai nom, dit-elle d'une voix basse, est Hélène de Montfort. Je suis la fille du comte de Montfort. » Le comte haussa les sourcils. « Une aristocrate. » Je m'en doutais. Que s'est-il passé ?
Pourquoi êtes-vous devenue prostituée? Mon père, dit Hélène, les larmes coulant sur ses joues. Mon père était un monstre. Il a abusé de moi depuis que j'avais 12 ans. Ma mère le savait, mais elle n'a rien fait. Elle avait trop peur de lui, trop peur du scandale. Elle prit une inspiration tremblante. Quand j'ai eu 18 ans, je suis tombée enceinte. De lui, j'ai essayé de m'enfuir, mais il m'a retrouvée. Il m'a enfermée dans notre château. Il a dit qu'il me garderait là jusqu'à ce que l'enfant naisse, et ensuite, il le ferait adopter. Il a dit que personne ne devait jamais savoir. « Et l'enfant » demanda le comte. « Mort-né » murmura Hélène. « Une fille. Je l'ai tenue dans mes bras pendant quelques minutes. Elle était si petite, si parfaite. Puis ils me l'ont enlevée. » Sa voix se brisa. Ils l'ont enterrée quelque part dans les bois, comme un chien, sans nom, sans pierre tombale. Et après, j'ai attendu ma chance. 3 mois plus tard, lors d'une réception, j'ai réussi à m'échapper. J'ai volé de l'argent et des bijoux. J'ai pris un train pour Paris. J'ai changé de nom. J'ai essayé de commencer une nouvelle vie. Mais l'argent s'est épuisé, devina le comte. Oui. Hélène hocha la tête. Et je ne savais rien faire. Je n'avais aucune compétence, aucune éducation utile, juste de la beauté et des bonnes manières. Alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. La maison close 77, dit le comte. Madame Victoire m'a accueilli, dit Hélène. Elle a vu quelque chose en moi, quelque chose de brisé, quelque chose qu'elle reconnaissait. Elle-même avait été où j'étais. Elle leva les yeux vers le comte. Elle aussi était une aristocrate déchue. C'est notre secret, c'est ce qui nous lie. Le comte resta silencieux un moment, absorbant ces informations. Puis il secoua la tête. Une histoire tragique, vraiment. Mais cela ne change rien. Vous en savez trop. Et vous êtes trop dangereuse pour être laissée en vie. Il se tourna vers le jeune homme blond. Fais-le, mais proprement, pas de traces. Attendez, cria Hélène. Mon père, le comte de Montfort. Il vous cherche. Il sait que je suis à Paris. Il a embauché des détectives. Si je meurs, il saura. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas trouvé qui m'a tué. Le comte hésita. C'est vrai? Je le jure, dit Hélène, bien qu'elle ne sût pas si c'était vrai. Il veut me ramener, pas par amour, mais parce que je lui appartiens, parce que je suis sa propriété. Le comte la regarda longuement, évaluant si elle mentait. Finalement, il dit « Même si c'est vrai, cela prendra des mois avant qu'il découvre quelque chose, et d'ici là, nous serons loin. » Il fit un geste au jeune homme blond. « Vas-y. » Le jeune homme sortit un couteau de sa poche, un couteau long et fin, le genre utilisé pour dépecer les animaux. La lame brillait dans la faible lumière de la lampe. « Non !» cria Hélène. « S'il vous plaît, ne faites pas ça !» Mais personne ne l'écouta. Le jeune homme s'approcha d'elle, le couteau levé. À ce moment précis, la porte de la cave s'ouvrit brutalement. Des voix crièrent « Police! Ne bougez plus !» Tout devint chaos. Le jeune homme blond se retourna, le couteau toujours à la main. Il y eut un coup de feu. Il s'effondra du sang coulant de sa poitrine. Le comte essaya de fuir, mais des mains le saisirent. Il se débattit, criant des obscénités, mais il fut rapidement maîtrisé et menotté. Et puis, Hélène vit son sauveur. L'inspecteur Émile Rousseau. Il s'approcha d'elle rapidement et coupa ses liens avec un couteau. « Vous allez bien ?» demanda-t-il. « Êtes-vous blessé ?» Hélène secoua la tête, incapable de parler. Elle tremblait de la tête aux pieds, en état de choc. « Comment m'avez-vous trouvé ?» parvint-elle à murmurer. « Je surveillais la maison close 77 depuis des mois, » expliqua Rousseau. « Cette nuit, j'ai vu ces hommes vous emmener, inconsciente. Je les ai suivis jusqu'ici. » Il regarda le comte, maintenant tenu par 2 autres policiers, et j'ai tout entendu. « Tout !» Le comte cracha par terre. « Vous ne comprenez rien, » gronda-t-il. « Vous venez de condamner la France. Ces documents que nous avons photographiés vont changer l'équilibre du pouvoir en Europe. Ces documents seront récupérés, » dit Rousseau froidement, « et vous serez jugé pour espionnage et tentative de meurtre. » Il se tourna vers Hélène. « Venez, sortons d'ici, cet endroit sent la mort. » L'aube se levait sur Paris quand Hélène sortit enfin des catacombes, soutenue par l'inspecteur Rousseau. L'air frais du matin lui brûlait les poumons après des heures passées dans l'atmosphère étouffante et humide des tunnels souterrains. Elle cligna des yeux face à la lumière pâle, comme si elle renaissait dans un nouveau monde. Une voiture de police attendait dans la rue, un cheval nerveux piaffant sur les pavés mouillés.
D'autres policiers chargeaient le comte dans un autre véhicule, ses poignets menottés, son visage déformé par la rage et le mépris. « Vous faites une erreur !» hurlait-il. « Une terrible erreur. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Rousseau l'ignora et aida Hélène à monter dans la voiture. « Je vous emmène à l'hôpital, dit-il doucement. Vous devez être examiné. »« Non, murmura Hélène, pas l'hôpital, je veux juste... » Rentrer, puis elle se souvint. Elle ne pouvait pas retourner à la maison close 77. Plus maintenant, plus jamais. Rousseau sembla comprendre. « J'ai un endroit sûr, dit-il. Une pension tenue par ma tante. Elle ne posera pas de questions. Vous pourrez vous reposer là-bas. » Hélène hocha faiblement la tête. Elle était trop épuisée pour argumenter. Pendant le trajet, Rousseau lui expliqua ce qui s'était passé. Il surveillait la maison 77 depuis 6 mois, soupçonnant qu'elle servait non seulement de bordel de luxe, mais aussi de lieu de rencontre pour des espions et des conspirateurs. Il avait vu des hommes puissants entrer et sortir à des heures étranges. Il avait intercepté des messages codés. Il avait suivi des pistes qui menaient à des gouvernements étrangers. Mais je n'avais aucune preuve concrète, admit-il. Juste des soupçons, jusqu'à cette nuit. Quand j'ai vu ces hommes vous emmener inconsciente, j'ai su que quelque chose de grave se passait. « Le ministre, dit soudain Hélène, les documents. Il va revenir les chercher ce matin. » Rousseau hocha la tête. « Des hommes sont déjà à la maison. Ils vont l'arrêter dès qu'il arrivera. » Il la regarda avec curiosité. « Ces documents. De quoi s'agissait-il exactement ?» Hélène hésita, puis décida qu'elle n'avait plus rien à perdre. Des plans militaires. Des fortifications le long de la frontière allemande. Des emplacements de troupes. Le comte voulait les vendre aux Allemands. Rousseau siffla entre ses dents. « Seigneur, c'est encore pire que ce que je pensais. Si ces informations étaient tombées entre les mains de Berlin, il y aurait eu une guerre, » termina Hélène. « C'est ce qu'il voulait, le comte. Il voulait provoquer une guerre. Mais pourquoi ?» demanda Rousseau. « Qu'avait-il à gagner ?»« L'argent, » dit Hélène simplement. « Toujours l'argent. Les Allemands lui payaient une fortune pour ces informations. Et puis... » Elle s'arrêta, se souvenant de quelque chose que le comte avait dit. Il a mentionné quelque chose. Il a dit que ces documents changeraient l'équilibre du pouvoir en Europe. Rousseau fronça les sourcils. L'équilibre du pouvoir. Il réfléchit un moment. Je me demande, le comte travaillait-il seul ou faisait-il partie d'une organisation plus large? Cette question resterait sans réponse pendant les semaines suivantes, alors que l'enquête se déployait et révélait un réseau d'espionnage bien plus vaste et plus sinistre que quiconque n'aurait pu l'imaginer. La pension de la tante de Rousseau était un petit établissement modeste dans le 13e arrondissement, loin du luxe et des scandales du centre de Paris. Hélène y resta cachée pendant 2 semaines, se remettant physiquement et émotionnellement de son épreuve. Pendant ce temps, les gros titres explosèrent dans tous les journaux de Paris. L'affaire Marguerite Belle-Rose, comme on l'appelait, devint le scandale du siècle. Un réseau d'espionnage allemand démantelé à Paris, proclamait le Figaro. Des ministres impliqués dans une conspiration internationale, hurlait le petit Parisien. La prostituée qui a sauvé la France, s'exclamait le Matin avec moins de tact. Mais alors que le public dévorait ces histoires sensationnalistes, la vérité était en train d'être soigneusement enterrée par des hommes puissants dans des bureaux officiels. Car l'enquête avait révélé quelque chose de terrifiant. Le comte n'était pas un agent isolé. Il faisait partie d'un groupe appelé la Main Noire, une organisation secrète qui opérait dans toute l'Europe, vendant des secrets, manipulant des politiciens, provoquant des crises qui enrichissaient ses membres. Et plusieurs de ses membres étaient des personnalités éminentes de la société française, des banquiers, des industriels, des officiers militaires, même des membres du gouvernement. Le scandale menaçait de faire tomber la Troisième République elle-même. Rousseau fut convoqué dans le bureau du préfet de police 3 semaines après le sauvetage d'Hélène. Le préfet était un homme corpulent avec une moustache imposante et des yeux fatigués qui avait vu trop de choses au fil des années. « Inspecteur Rousseau, » dit-il sans préambule, « vous avez fait un excellent travail en démantelant ce réseau d'espionnage. La France vous doit une grande dette. »« Merci, monsieur le préfet, » dit Rousseau, mais il sentait qu'un « mais » venait. « Cependant, » continua le préfet, confirmant ses soupçons, « nous avons un problème très délicat. » Il ouvrit un dossier sur son bureau. L'enquête a révélé des connexions troublantes, des noms que nous ne pouvons pas rendre publics sans causer un désastre politique. « Quel nom ?» demanda Rousseau, bien qu'il se doutât de la réponse. Le préfet hésita, puis dit à voix basse « Le ministre de la guerre lui-même, pour commencer.
plusieurs généraux, 3 banquiers qui financent le gouvernement, un ambassadeur. Rousseau sentit son estomac se serrer. Ils sont tous impliqués? Certains consciemment, d'autres ont été manipulés, piégés. Le préfet soupira. C'est un bourbier, Rousseau. Et si nous l'exposons complètement, cela pourrait détruire notre gouvernement au moment où nous avons le plus besoin de stabilité. Alors qu'allez-vous faire? Demanda Rousseau, craignant la réponse. Nous allons faire ce qui doit être fait, dit le préfet. Le comte sera jugé et exécuté. Quelques-uns des plus petits poissons aussi. Mais les autres? Il ferma le dossier. Les autres auront droit à une retraite discrète, ou seront mutés à des postes insignifiants, loin de Paris, loin du pouvoir. C'est une couverture, dit Rousseau, ne cachant pas son dégoût, une dissimulation. C'est de la politique, corrigea le préfet. Bienvenue dans le monde réel, inspecteur. Et Marguerite Belle-Rose? Demanda Rousseau. Ou devrais-je dire Hélène de Montfort? Le préfet le regarda longuement. Elle n'existe pas. Comment ça, elle n'existe pas? Officiellement, Marguerite Belle-Rose a disparu cette nuit-là. Elle n'a jamais été retrouvée. Et Hélène de Montfort, eh bien, elle est retournée auprès de sa famille. Ou du moins, c'est ce que nous dirons si quelqu'un pose des questions. Mais elle a été victime dans tout cela, protesta Rousseau. Elle a été forcée, menacée. Elle était aussi une prostituée, dit le préfet brutalement, dans un établissement qui facilitait l'espionnage. Qu'elle le voulût ou non, elle était impliquée. Et si son histoire devient publique, cela compliquera tout. Il se pencha en avant. Écoutez, Rousseau, j'admire votre sens de la justice, vraiment. Mais parfois, la justice doit céder la place à la nécessité. Cette femme sera prise en charge. Elle recevra de l'argent, une nouvelle identité, un moyen de recommencer sa vie. Mais elle doit disparaître, complètement. Rousseau voulait argumenter, mais il savait que c'était inutile. Les décisions avaient déjà été prises, dans les plus hautes sphères du pouvoir, loin de sa portée. Il quitta le bureau du préfet avec un goût amer dans la bouche. Toute sa carrière, il avait cru en la justice, en la vérité. Mais maintenant, il voyait que la vérité était une marchandise que les puissants hachés. Rousseau quitta le bureau du préfet avec un goût amer dans la bouche. Toute sa carrière, il avait cru en la justice, en la vérité. Mais maintenant, il voyait que la vérité était une marchandise que les puissants achetaient, manipulaient et enterraient. Quelques semaines plus tard, Hélène de Montfort, sous son nouveau nom, s'installa dans une petite ville tranquille, loin de Paris et de ses scandales. Elle avait reçu un courrier discret, accompagné d'une somme d'argent suffisante pour recommencer sa vie, ainsi qu'un passeport, une nouvelle identité et un logement sûr. Elle passa ses premières nuits dans la peur constante que le comte ou ses complices reviennent la chercher. Mais le temps passa, et personne ne vint. Peu à peu, elle apprit à respirer de nouveau, à marcher sans regarder par-dessus son épaule, à retrouver une part de liberté qu'elle n'avait jamais connue. Malgré tout, l'ombre de son passé restait là, parfois dans ses cauchemars, parfois dans le reflet d'un miroir. Mais Hélène avait appris quelque chose de vital. Elle n'était plus la victime de son père ni du comte. Elle avait survécu, et cela suffisait. À Paris, la maison close 77 fut fermée quelques mois plus tard, officiellement pour raisons sanitaires, officieusement parce que l'enquête avait laissé trop de traces. Le comte fut exécuté pour trahison et espionnage, et plusieurs autres membres de la Main Noire furent arrêtés ou disparurent mystérieusement. Mais certains échappèrent à la justice, couverts par l'omerta des puissants. Hélène, désormais libre, choisit de ne jamais retourner à Paris. Elle s'installa dans une petite maison en bord de rivière, où elle vivait dans l'anonymat. Elle passa ses journées à écrire ses mémoires, à laisser les souvenirs de sa jeunesse douloureuse se transformer en histoire, pour se souvenir, pour guérir. Et parfois, quand le vent soufflait sur la rivière et que la lumière du soleil glissait sur l'eau, elle se rappelait de Marguerite, du ministre, de Rousseau et du comte. Elle comprit que la vie continuait, que la justice n'était pas toujours parfaite, mais que la liberté, elle, était un trésor qu'on ne pouvait jamais lui enlever. La dernière page de ses souvenirs se referma doucement, laissant derrière elle l'écho des secrets, des complots et des tragédies, mais aussi la promesse d'un nouveau départ. Fin.